une tasse de thé brisée, une horloge gelée, et un mensonge trop parfait. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Pascal. Cette communauté grandissante est incroyable. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. La lecture de vos messages illumine toujours ma journée. Kamenkins. La fête annuelle du jardin de Little Wishwood était le genre d'événement qui, pour un œil non averti, semblait se produire comme par magie. Des tables débordant d'éponges Victoria et de friandises gélifiées, des guirlandes suspendues avec une précision mathématique entre les arbres et des roses si parfaites qu'elles auraient pu être peintes sur de la porcelaine. En réalité, il fallut une petite armée de villageois, chacun gardant ses fonctions avec une férocité territoriale, pour qu'elle ait lieu. Ce samedi après-midi-là, les pelouses derrière le presbytère étaient le théâtre d'une joyeuse animation. Des enfants en blouse repassés s'élançaient d'un étal à l'autre, la cloche du cocotier ponctuait le murmure des conversations, et la tente à thé du Women's Institute commençait déjà à manquer de sandwich au concombre. Miss Jane Marple, vêtue de sa robe lavande d'été et assise dans un fauteuil en osier près de la bordure de rosier, sirotait son thé avec contentement. Elle observait plutôt qu'elle ne participait, ses yeux bleus scrutant la foule comme si elle lisait un roman éculé. « Il fait tellement chaud aujourd'hui, n'est-ce pas, Miss Marple ?» gazouilla la jeune Daphné Gillin, se penchant vers elle avec l'impatience rougissante d'une fille qui n'a jamais vraiment arrêté de se déguiser. « Vous me laisserez vous en apporter une autre tasse, s'il vous plaît ?»« C'est très gentil, ma chère, » répondit Miss Marple. « Mais je dois dire que je ne fais jamais confiance au thé servi dans une théière plus grande que celle pour 4 personnes. La quantité, voyez-vous, améliore rarement la qualité. » Daphné rit poliment et s'éloigna, laissant Miss Marple à ses pensées. De l'autre côté de la pelouse, le conseiller Gérald Baverstock, un homme dont les opinions, comme sa moustache, étaient toujours présentes et soigneusement taillées, discourait sur le développement du village, inconscient du fait que sa femme, Lydia, se tenait à ses côtés avec le sourire rictus d'une femme qui écoutait le même discours depuis 20 ans de trop. Madame Horton, la femme du boulanger, bavardait avec animation près de la table des gâteaux éponges, tandis que M. Endicott, avocat à la retraite et pédant à plein temps, regardait ses lèvres bouger avec le genre d'intérêt que l'on pourrait porter à l'observation d'un oiseau rare. Tout était, à sa manière, comme il se doit, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. C'est le révérend Shillingworth qui a fait la découverte, ou plutôt son épagnol, Toby, qui s'est mis à aboyer en direction du pavillon à rideaux où l'exposition de service à thé ancien avait été installée par Madame Penelope Robotham, fière présidente de la Historical Preservation Society. Les aboiements du chien devinrent stridents, insistants. Shillingworth tira le rideau avec une légère exaspération. Ce qu'il y trouva fit taire même la langue redoutable de Madame Horton. Penelope Robotham gisait recroquevillée derrière la longue table, sa main venait de bleu posée sur une tasse à thé en argent. Son chapeau, un objet ridicule recouvert de violettes en feutre, était tombé de travers. Et à en juger par son apparence, elle ne s'était pas évanouie sous la chaleur. Elle était bel et bien morte. En quelques minutes, la fête champêtre se transforma en cris, murmures et rafales de spéculations horrifiées. Miss Marple resta assise, sa tasse de thé baissée, les yeux fixés sur le pavillon lointain. Elle avait bien sûr remarqué l'emplacement inhabituel de la vieille horloge en forme de tasse de thé dans la vitrine. Plus curieusement, que quelqu'un avait modifié son heure de 27 minutes exactement. Mais c'était le genre de détail qu'on gardait pour l'instant. Après tout, les gens vous montraient toujours qui ils étaient. Il suffisait de savoir où regarder. En début de soirée, les banderoles claquaient encore joyeusement au vent, mais la fête champêtre avait depuis longtemps sombré dans la confusion. Les invités s'étaient éloignés en groupe, murmurant derrière leurs mains gantées, leurs paniers de pique-nique oubliés et leurs billets de tombola jetés comme des feuilles d'automne. Les rires qui avaient résonné sur la pelouse du presbytère plus tôt dans la journée s'étaient transformés en spéculations feutrées et en regards entendus. Miss Marple, calme et posée comme toujours, restait assise près de la bordure de rose,
désormais ombragée par l'or doux du soleil couchant. Elle tenait la même tasse de thé dans ses mains, froide depuis longtemps, mais ne fit aucun geste pour se lever. Son regard suivait les silhouettes qui s'agitaient toujours près du pavillon aux rideaux. Le révérend Shillingworth était pâle et désolé, son chien Toby fermement maîtrisé. Le policier du village voisin, le jeune sergent Phelps, un jeune homme au visage frais qui bégayait lorsqu'il était nerveux, était arrivé avec un casque de vélo emprunté et tentait de tenir les spectateurs à distance du lieu de la tragédie. Elle est bel et bien partie, n'est-ce pas? Murmura Daphné Gillin, marchant sur la pointe des pieds à côté de Miss Marple avec l'admiration révérencieuse de quelqu'un s'approchant d'un sanctuaire. Madame Robotham, je veux dire. Quel choc! Une minute, elle s'occupait de la porcelaine, et la suivante. Sa voix s'éteignit, incapable d'aller au bout de sa pensée. Miss Marple hocha légèrement la tête. C'est toujours un choc quand quelqu'un meurt au milieu d'un après-midi tout à fait ordinaire, murmura-t-elle. Mais j'ose dire que nous sommes tous plus surpris lorsque le décès survient en public. Cela heurte notre sens de la politesse. Daphné cligna des yeux. Mais qui? Enfin, elle n'était pas vraiment populaire, mais personne ne la détestait vraiment. N'est-ce pas? Oh, la Highness exprime rarement ouvertement, ma chère. Elle se part de petites offenses, de rançures discrètes. Parfois, elle ressemble même à de l'amitié, jusqu'à ce qu'on l'examine de plus près. Daphné se tut, visiblement absorbée par cette réflexion. De l'autre côté de la pelouse, le sergent Phelps achevait de tendre un modeste cordon autour du pavillon avec de la ficelle empruntée au fleuriste. À l'intérieur, le corps de Pénélope Robotham gisait encore recouvert d'un linge provenant de la table à thé du vicaire. Le médecin local, rappelé après sa partie de tennis, avait proposé un examen préliminaire et était rentré chez lui, l'air résolument perturbé. Il n'y a aucun signe de violence, avait-il déclaré au sergent Phelps avec autorité. Je ne vois aucune contusion ni blessure. Peut-être une insuffisance cardiaque. Peut-être une réaction. Ou du poison, bien sûr. Il vaut mieux que le corps soit emmené au coroner. À l'évocation du poison, plusieurs villageois avaient eu le souffle coupé. Madame Horton serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage et affirmait n'avoir servi que du Batambert et du sirop de framboise tout l'après-midi. Endicott, regardant par-dessus ses lunettes, suggéra que certaines tasses à thé décoratives pouvaient contenir des traces de plomb si elles n'étaient pas correctement cuites, une théorie présentée avec plus d'enthousiasme que de sensibilité. Eh bien, je n'ai jamais aimé cette femme, déclara Madame Baverstock à personne en particulier. Elle se donnait toujours des airs, se comportait comme si son grand-père n'avait jamais été épicier à Cheltenham. Et maintenant, cette histoire de tasse à thé. C'est très théâtral. Le conseiller Baverstock s'éclaircit la gorge. Allons, Lydia. Inutile de lancer des accusations. Laissons les autorités faire leur travail. La pauvre femme est morte, après tout. Miss Marple avait écouté tout cela avec le même sourire poli qu'elle arborait toujours lors des réunions du comité du village. Ce n'était pas sa façon d'interrompre les spéculations. Les gens en disaient plus lorsqu'ils pensaient que personne ne les écoutait vraiment. Elle se leva lentement de sa chaise, s'appuyant sur son parasol, et entama une marche mesurée vers le pavillon. Le sergent Phelps la remarqua et se redressa avec l'inquiétude d'un jeune homme confronté à la mort et à une dame âgée à la perception aiguë. « Oh, Miss Marple, dit-il nerveusement. Soyez prudente, s'il vous plaît. Nous essayons de ne pas perturber la scène. » Bien sûr, sergent, dit-elle gentiment. Je n'oserais pas intervenir. Je voulais juste jeter un coup d'œil à la présentation du thé. Je trouve la disposition des choses plutôt révélatrice. Pas vous? Phelps cligna des yeux. Je suppose que oui. Elle se pencha et examina attentivement la table. Il y avait 4 théières, 2 en argent, une en porcelaine tendre, une Wedgwood et 8 tasses assorties, disposées avec leur soucoupe. Chacune était accompagnée d'un marque-place plié indiquant l'époque ou le donateur. Le point central de la présentation, cependant,
était l'objet insolite à l'extrême droite. Une horloge tasse à thé, en forme d'empilement de délicates tasses et soucoupes en porcelaine, avec des aiguilles fixées au sommet. Elle était fantaisiste, ancienne et détonnait totalement parmi les pièces plus fidèles à l'histoire. « Quelle charmante curiosité !» murmura Miss Marple. « Dites-moi, sergent, avez-vous remarqué l'heure affichée sur l'horloge ?» Phelps se pencha, perplexe. « Je ne l'ai pas fait, madame. Mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Il est 3h15. » Et pourtant, l'horloge du jardin du curé sonna 3 heures précises au moment où la cloche du concours de confiture sonna. Je m'en souviens très bien, car je venais de refuser une 2e part de tarte aux prunes. Elle tapota légèrement la nappe. Cette horloge a 27 minutes d'avance. Courrier, non? On se demande pourquoi on la décale. Phelps semblait mal à l'aise. Peut-être était-ce juste défectueux, ou quelqu'un l'a heurté. Même, peut-être. Elle n'insista pas. Le sergent, estimait-elle, était sérieux, mais peu doué pour l'observation subtile. Ce n'était pas sa faute, la plupart des jeunes hommes se fiaient aux faits et aux formes. Ils n'avaient pas encore appris que les motivations, comme les racines, se cachent souvent dans l'ombre. Miss Marple se retourna et retourna vers l'allée principale, son regard s'arrêtant sur les silhouettes qui s'éloignaient. Monsieur Endicott marchait seul, inhabituellement voûté. Lydia Baverstock parlait à voix basse avec Madame Horton. Et au fond, la jeune Daphné hésitait près des rosiers, le regard fixé sur quelque chose dans sa paume, un petit objet scintillant qu'elle glissa rapidement dans son sac à main lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Intéressant. Plus tard dans la soirée, la nouvelle s'était répandue à Little Wishwood comme des ondes sur un étang. Les lignes téléphoniques bourdonnaient. Les conversations au pub devenaient prudentes. Et autour de tasses de thé infusées à la hâte, les villageois discutaient du meurtre, non pas que quiconque l'ait encore officiellement qualifié de meurtre, mais bien sûr, tout le monde y pensait. « Des causes naturelles, mon cher, dit M. Tilling au bureau de poste. Cette femme pourrait terrifier un magistrat avec son regard. Quelqu'un en a eu assez, dis-je. Elle avait des ennemis, c'est vrai, s'exclama Madame Merriweather, qui avait été un jour snobée pour avoir porté du polyester à une conférence historique. Vous vous souvenez de cette histoire du legs de Lady Whiting? Elle était accusée de mauvaise gestion des fonds. Bien sûr, tout a été étouffé. Et elle et M. Endicott n'ont-ils pas eu une terrible dispute à propos de cette horloge tasse-à-thé l'année dernière? Demanda une autre voix. Oh, une histoire de provenance. À la tombée de la nuit, chacun avait sa théorie. Les théories étaient la défense naturelle d'un village contre l'incertitude. Mais Miss Marple était assise près de la fenêtre de sa chambre, un châle sur les épaules, contemplant le jardin sombre en contrebas. Quelque part, les roses du curé pendaient en signe de deuil, et les banderoles s'agitaient faiblement au vent. Elle tenait un carnet sur ses genoux, bien qu'elle n'y eût encore rien écrit. Il y avait un détail, un chaînon manquant, un puzzle qui attendait d'être résolu. Elle pensa à la main raide de Pénélope Robotham enroulée près de la tasse à thé en argent, et d'une horloge avancée de 27 minutes. Le temps, pensa-t-elle. Si souvent, il est la ruine des menteurs. Car le temps, contrairement aux humains, n'oublie jamais ce qu'il a vu. Le dimanche matin, Little Wishwood avait adopté l'air tendu d'une maison qui tente de continuer à vivre après qu'une fenêtre ait été brisée. Le soleil se levait sur les humides et les chaumières silencieuses, mais le calme semblait performatif, un silence inconfortable qui tombait trop facilement au moindre bruit de pas ou au moindre coup de téléphone. Le village, comme toujours en temps de crise, se ressaisit sous forme de ragots et de gâteaux moelleux. À Saint Michael, le révérend Chillingworth prononça son sermon avec une ferveur distraite. Bien qu'il fût un homme bienveillant, doté d'une voix de baryton chaleureuse et d'un flair pour les lys, la tragédie publique le rendit nerveux. Il serra ses notes plus fort que d'habitude et déforma Isaïe à 2 reprises, chaque fois avec une gravité croissante. Même si nous traversons la vallée de... Oui, même si nous sommes confrontés à des épreuves dans nos jardins terrestres,
souvenons-nous des lits des champs, comme ils ne travaillent ni ne filent. Il marqua une pause. Et ne boivent pas dans des tasses de thé empoisonnées. Une toux étouffée s'éleva du deuxième banc. Madame Horton laissa tomber son recueil de cantiques. La congrégation s'est ensuite déplacée en groupes discrets, leur conversation polie étant truffée de suggestions hésitantes. « J'ai entendu dire qu'elle avait un problème cardiaque », a déclaré M. Fletcher, le boucher, qui s'était un jour coupé le pouce dans la cuisine de Pénélope Robotham et ne le lui avait jamais vraiment pardonné. « Le médecin n'a rien dit de tel, » rétorqua Madame Lively. « Et je me souviens très bien de sa victoire au tournoi de badminton du comté l'été dernier. Pas de problème cardiaque. »« Je suppose que ça pourrait être une allergie, » dit Daphné Gillin d'un ton pensif. Certaines personnes réagissent très mal à la fleur de sureau. Miss Marple, qui avait pris sa place habituelle au 4e banc, près de la fenêtre, écoutait sans en avoir l'air. Elle accepta un brin de romarin offert par un enfant qui passait et le glissa délicatement dans son sac à main. À l'extérieur de l'église, sous l'if qui avait ombragé des générations de secrets de Little Wishwood, le conseiller Baverstock discutait sérieusement avec M. Endicott. Il parlait sur un ton qui aurait été discret si l'un ou l'autre n'avait pas été moins fier de sa diction. « J'espère vraiment que l'enquête avancera vite, » déclarait Baverstock. « Ce genre d'incident peut ternir la réputation d'un village. Imaginez ce que la presse du comté en pensera. M. Endicott franca les sourcils. Je doute que nous nous débarrassions bientôt des journalistes. Surtout s'il y a une enquête du coroner. » La police semblait plutôt perplexe. Le garçon. Comment s'appelle-t-il? Phelps? Plutôt sympathique, mais pas très courageux. Pourtant, on ne s'attend pas à ce que Scotland Yard intervienne pour un accident de village. Miss Marple, passant à proximité, leur adressa un léger signe de tête. « Bonjour, messieurs. Un temps étrange pour un dimanche, vous ne trouvez pas ?» Baverstock inclina distraitement son chapeau. Bonjour, Miss Marple. Oui, très curieux. Elle ne s'attarda pas, mais elle remarqua le raidissement soudain des épaules d'Endicott, la façon dont il évitait son regard. À l'approche de midi, la place du village commença à s'animer de murmures plutôt que de chants d'oiseaux. Les salons de thé, habituellement déserts le dimanche, devinrent un poste de commandement improvisé pour détectives amateurs. Les tables étaient rapprochées, les têtes serrées, et tous ceux qui avaient un jour parlé à Pénélope Robotham livraient une version de ces derniers mots connus. Elle m'a dit que l'horloge avait été trafiquée, a déclaré Maisie de l'apothicaire, qui avait autrefois partagé un compartiment de train avec le défunt et qui revendiquait désormais une proximité fondée sur une aversion commune pour les sandwichs de chemin de fer. Non, elle n'a rien dit d'inhabituel, a rétorqué M. Cornish, qui entretenait la cloche de l'église. Elle était tout sourire quand je l'ai croisée ce matin-là. Elle m'a dit que je devais cirer mes chaussures. Plusieurs jeunes villageois, enhardis par la proximité du drame, commencèrent à proposer leurs propres théories. Du poison dans le sucrier, une épingle dans le coussin, un extrait de plantes rares de la jungle caché dans les feuilles de thé. L'un d'eux suggéra que le meurtre était symbolique, une protestation contre la vaisselle coloniale. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin avec une tasse d'Earl Grey et un scone émietté, laissait ses idées tourbillonner comme de la crème dans le thé. Elle avait constaté, au fil des années, que la vérité criait rarement. Elle persistait en arrière-plan, attendant patiemment que quelqu'un la remarque. Peu avant 2 heures, le sergent Phelps entra dans le salon de thé, chapeau à la main. Un silence d'impatience s'installa dans la pièce. « Nous avons reçu le premier rapport du médecin, » dit-il en se déplaçant maladroitement. « Il n'y a pas eu de traumatisme évident. L'examen toxicologique prendra quelques jours, mais le médecin légiste suspecte un empoisonnement. » Des halètements suivirent, certains d'entre eux sincères. Miss Marple leva les yeux et pencha la tête. Elle étala sa thé. Phelps cligna des yeux. « Pardon, Miss Marple. L'étalage, mon cher. La police a sûrement récupéré toute la table pour l'examiner? Eh bien, oui, bien sûr. Toutes les tasses à thé, les théières, même la nappe.
Et l'horloge? Le quoi? L'horloge tasse à thé, répéta-t-elle, toujours aussi patiente. Une pièce originale, mais qui fait assurément partie de la décoration. Un objet curieux. Quelqu'un a pris la peine de changer l'heure. Phelps rugit. Je ne crois pas qu'il ait été inclus dans les pièces à conviction. Un silence s'installa, profond et immobile. Miss Marple poussa un léger soupir. J'espère vraiment qu'il n'a pas disparu. Ce pourrait être une pièce précieuse. Ou du moins, instructive. Phelps marmonna quelque chose à propos de la suite à donner et sortit sous le poids d'une douzaine d'yeux. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite au presbytère. Le révérend Shillingworth l'accueillit avec sa douce confusion habituelle et lui offrit un gâteau aux graines, qu'elle déclina. Ils s'installèrent dans le salon, où des grains de poussière dansaient entre les rideaux de dentelle. Elle prévoyait une série de conférences, vous savez, dit soudain le révérend Penelope, sur la tasse de thé à travers les âges. Elle m'a demandé d'écrire la prière d'ouverture. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle était plus enthousiaste à propos de la vitrine d'antiquité que de tout le reste de la fête. Miss Marple se redessina. Et l'horloge? Elle était très fière de cette pièce. Elle disait que c'était une pièce unique. Elle s'en est disputée avec Endicott, je crois. Elle avait une question sur ses origines. J'imagine que M. Endicott serait très pointilleux sur ce genre de choses. C'est affreux. Lui et Pénélope se chamaillaient souvent. Remarquez, elle avait la langue bien pendue. Elle l'a traité de fraude historique, une fois, en public. Miss Marple hoqua la tête. Et pourtant, on les a vus bavarder amicalement samedi matin. Le révérend parut surpris. Vraiment? Ils étaient là, juste après le jugement des confitures, près du treillis de roses. J'imagine que tu ne sais pas de quoi il parlait. Aucune idée. Mais maintenant que tu le dis, elle semblait contente après coup, comme si quelque chose lui était arrivé. Miss Marple sourit faiblement. Et pourtant, en moins d'une heure, elle était morte. Alors que le jour avançait et que les ombres s'allongeaient, Miss Marple retourna à son cottage. Son jardin était en pleine floraison estivale, et les roses trémières veillaient le long du chemin. Elle était assise sur sa véranda avec son tricot, réalisant un simple motif de dentelle, tandis que son esprit naviguait avec agilité à travers des fils bien plus emmêlés. Il y avait plusieurs questions, chacune légèrement liée à la suivante. Qui a réglé l'horloge et pourquoi? Pourquoi Pénélope Robotham et M. Endicott avaient-ils fait la paix après une querelle très publique? Pourquoi Daphné Gillin, aux yeux brillants et inoffensifs, avait-elle empoché quelque chose dans la roseraie? Et pourquoi l'horloge, une pièce si particulière, avait-elle été discrètement exclue des preuves? Alors que le crépuscule devenait indigo, Miss Marple nouait son tricot et attrapait son carnet. Elle a écrit une seule entrée, écrite d'une petite écriture soignée. L'horloge ne ment pas, mais quelqu'un a essayé de la faire parler trop tôt. Dès le lundi matin, l'enquête officielle commença à s'accélérer. Le sergent Phelps revint au village avec une certaine autorité, désormais enhardi par l'implication du coroner du comté et l'arrivée rumeur, mais non confirmée d'un inspecteur du Middleshire. À Little Wishwood, l'atmosphère passa de la spéculation à l'importance. Les villageois racontèrent alors les événements de la fête champêtre avec la gravité entendue de ceux qui avaient survécu à un siège. Miss Marple passa sa matinée comme toujours après une période d'excitation. Calmement et avec application. Ses géraniums avaient besoin d'être taillés, et le perron avait besoin d'être balayé. Mais tandis que ses mains étaient occupées par les tâches ménagères, son esprit vagabondait vers des curiosités plus pressantes. Elle ne fut pas surprise lorsque, peu après 11 heures, un coup familier retentit à sa porte. « Entrez, sergent !» cria-t-elle avant qu'il puisse soulever le loquet. « Je viens de préparer une nouvelle marmite. » Le sergent Phelps entra, son carnet en main, le visage empreint de gratitude et de nervosité. Il observa le salon bien rangé, comme s'il pouvait lui offrir des indices autant que du réconfort. « Merci, Miss Marple. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais juste vous donner des nouvelles. Enfin, pas officiellement, bien sûr.
officieusement. Miss Marple versa du thé dans une tasse à motif de rose. « C'est gentil à vous, ma chère. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas être curieuse. Quelle nouvelle? » Phelps s'éclaircit la gorge. Le bureau du coroner a envoyé un message tôt ce matin. Les résultats préliminaires suggèrent la présence de cyanure. Action très rapide. Il y avait une légère odeur d'amande, mais vous savez à quel point ce n'est pas fiable. En effet, dit doucement Miss Marple. Et où l'a-t-on trouvé? Dans la tasse de thé, on pense. Celle près de sa main droite. Les 8 tasses de la table ont été récupérées, mais une seule présentait des résidus, dit-elle en remuant son thé. Et c'était sa propre tasse, ou une des pièces exposées. C'est justement ça, elle ne faisait pas partie de l'exposition. C'était une simple tasse blanche, dépareillée avec les autres. Pas d'étiquette. Les autres étaient destinées à l'exposition, mais celle-ci semble avoir été glissée dedans. Miss Marple haussa doucement les sourcils. « Vous êtes entré, sergent, lors d'une réception où Madame Robotham a inspecté chaque objet personnellement? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Elle était tatillonne sur ses affichages, tout le monde le dit. C'est bizarre, non? C'est plus qu'étrange. C'est délibéré. » Phelps semblait inquiet. C'est aussi ce que pense l'inspecteur Cray. Il est arrivé juste après le petit déjeuner. Il est au presbytère en ce moment, en conversation avec le révérend Shillingworth. J'imagine qu'il voudra identifier toutes les personnes ayant accès au pavillon avant la fête. Nous sommes en train de dresser une liste. Les membres du WI qui ont aidé à l'installation, le vicaire et son épouse, quelques bénévoles de la Société historique. Eh bien, un autre. Miss Marple marqua une pause. Oui? M. Endicott. Il a été vu à l'intérieur de la tente vendredi soir. Il prétend qu'il vérifiait la date de l'horloge. Il affirme que c'était une question des intégrités intellectuelles. Est-ce qu'il a touché quelque chose? Il admet avoir manipulé l'horloge. Il affirme qu'elle était mal décrite sur l'étiquette. Il l'a qualifiée de fantaisie victorienne, alors que, selon lui, elle était clairement édouardienne. Honnêtement, je n'aurais pas fait de distinction. Oh, j'imagine que M. Endicott perdrait le sommeil à cause d'une telle erreur de classification, dit Miss Marple en souriant. Et Madame Robotham, était-elle au courant du changement? Elle l'était. Ils ont eu une conversation samedi matin, des échanges plutôt doux, apparemment. Des témoins disent qu'ils semblaient réconciliés. Miss Marple hocha la tête. Je les ai vus près du treillis de rosiers. Je me souviens avoir trouvé plutôt inhabituel qu'ils paraissent si amicaux. C'était comme regarder un chat et un terrier partager une soucoupe de crème. Phelps changea de position. Nous avons aussi parlé à Mademoiselle Gillin. Miss Marple leva les yeux. Elle a aidé à mettre la table juste avant midi. Elle dit qu'elle n'a pas vu la tasse supplémentaire, mais admet qu'elle n'y a pas prêté beaucoup attention. Elle était apparemment perturbée. Elle a cassé une soucoupe et était terriblement bouleversée. Vraiment? Elle le prétend. Aucun morceau cassé n'a été retrouvé par la suite. Mais je suppose qu'elle était gênée et a essayé de tout ranger avant que quiconque ne s'en aperçoive. Miss Marple réfléchit. Ou peut-être n'était-ce pas une soucoupe qu'elle a laissée tomber. Excusez-moi. Oh, rien, sergent. Juste une pensée futile. Il hésita, puis se pencha en avant. Mademoiselle Marple, si vous me le permettez. Pensez-vous que c'était quelqu'un du coin? Elle le regarda par-dessus le bord de sa tasse. Bien sûr que c'était quelqu'un du coin. Il cligna des yeux. Tu en es si sûr? Les gens de l'extérieur ne tuent pas dans les fêtes, sergent. Ce n'est tout simplement pas permis. Après son départ, Miss Marple se dirigea lentement vers son jardin. Les rosiers étaient encore en fleurs, bien que la chaleur de l'été ait commencé à abîmer leurs pétales. Elle se pencha pour couper une fleur fanée et regarda un papillon danser au-dessus de la lavande. Elle pensa aux mains nerveuses de Daphné Gillin, à la correction obsessionnelle de M. Endicott, à une simple tasse de thé apparaissant sur une table d'antiquité,
et à l'étrange sentiment de triomphe de Pénélope Robotham, juste avant sa mort. Le premier suspect était toujours celui qui avait un mobile public. Et cela, Miss Marple le savait, signifiait que M. Endicott était dans le collimateur de la police. Il s'était disputé avec le défunt. Il en avait l'occasion. Il avait manipulé les objets. Et s'il avait souhaité organiser une réconciliation pour dissiper les soupçons, le samedi matin était le moment idéal. Et pourtant, quelque chose ne sonnait pas vrai. Ce soir-là, l'inspecteur convoqua plusieurs bénévoles de la fête au presbytère pour les interroger. Mademoiselle Marple, par courtoisie, ne se présenta pas. Elle reçut néanmoins 3 visiteurs ce soir-là. La première était Madame Horton, qui est venue avec des sablés et un récit sur la façon dont Madame Robotham avait un jour changé les notes des juges lors d'une exposition florale du comté. Elle a dit que mes pétunias étaient trop voyants, renifla Madame Horton. J'ai toujours trouvé ça méchant. La deuxième était Lydia Baverstock, dont le mari avait été cité dans l'une des notes historiques de Pénélope Robotham pour avoir mal cité une charte de la ville. Elle adorait mettre les autres dans l'embarras, dit Lydia, surtout envers ceux à qui elle se sentait supérieure. Et la troisième visiteuse était la jeune Daphné Gillan. Elle est arrivée juste avant le crépuscule, chapeau à la main, et s'est assise avec Miss Marple dans le jardin. « Je n'ai pas fait tomber de soucoupe, » dit Daphné après un long silence. « J'ai menti. » Miss Marple ne dit rien. « J'ai laissé tomber une cuillère. Une cuillère en argent, de la vitrine. Elle est tombée par terre avec fracas. Je l'ai ramassée, essuyée et mise dans ma poche. J'étais gêné. Je pensais l'avoir abîmée. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent doucement. « Et vous ?» Daphné leva les yeux, pâle et sérieuse. « Non, ce n'était pas une égratignure. Mais j'ai paniqué. Et puis, après tout ce qui s'est passé, je ne savais plus quoi faire. Où est-il maintenant ? Je l'ai remis dans le tiroir à argenterie de la salle paroissiale. Hier, je n'ai pas pu dormir. » Miss Marple louis Topodolamain. « Merci, ma chère. C'était courageux. » Elle n'a pas demandé pourquoi Daphné était venue. Elle le savait. Les gens venaient la voir lorsque l'histoire dans leur tête devenait trop lourde à porter seule. Et si une cuillère tombée semblait mineure dans le grand dessein d'un meurtre, elle prouvait un point essentiel. Daphné était près du pavillon, et elle l'avait caché. Miss Marple resta assise seule longtemps après le départ de Daphné, fixant le crépuscule. Le suspect évident avait l'opportunité et le mobile, mais le meurtrier avait quelque chose de plus. Le meurtrier avait peur. Et la peur, contrairement à la vengeance ou au ressentiment, laisse toujours une ombre derrière elle. Le mardi matin, le calme régnait, en décalage avec l'ambiance de Little Wishwood. La place du village, si souvent animée par une douce animation, une sonnette de vélo, le tintement de la porte de la poste, le claquement des chaussures sur les pavés, était étrangement silencieuse. Même les oiseaux semblaient hésitants, comme si leur chant matinal avait été atténué par le brouillard persistant de suspicion qui s'était installé sur le village. Miss Marple se leva tôt, comme à son habitude, et vaqua à ses occupations habituelles avec un calme délibéré. Elle plia ses draps, aéra les fenêtres et déposa dehors un modeste pot de confiture de mûre pour la fille du laitier, qui lui avait donné des dahlias frais en échange. Mais derrière ces rythmes paisibles, son esprit travaillait avec constance, retournant les faits comme des pierres, repoussant la mousse pour voir ce qui se cachait en dessous. À 9h30, elle se dirigea vers la salle paroissiale, coiffée d'un chapeau à large bord, un petit panier en osier se balançant légèrement à son bras. Ses pas étaient lents, non pas à cause de l'âge, mais par détermination, et aucun détail ne lui échappa. Une empreinte de pas boueuse près de la haie de la bibliothèque, une tige cassée parmi les glaïeuls près du portail du presbytère, un rideau baissé précipitamment devant une fenêtre du 2e étage. À Little Wishwood, l'intimité était souvent imaginaire plutôt que réelle. Elle arriva et trouva la salle paroissiale presque vide. Le groupe de couture du mardi matin avait annulé sa réunion, et seule une légère odeur de thé et de naphtaline flottait dans l'air.
Au fond de la pièce se trouvait la vitrine où les anciens articles de thé de la fête avaient été restitués après une brève inspection policière. Les vitres brillaient sous la lumière oblique du soleil qui pénétrait par les hautes fenêtres. Miss Marple s'arrêta devant la vitrine, scrutant l'ensemble du regard. Les cuillères en argent avaient été remises sur leur plateau de velours, les tasses en porcelaine fine empilées à côté, dans une harmonie précaire. Mais c'est l'horloge en forme de tasse à thé qui retint son attention. Elle était là, apparemment banale, et pourtant, clairement, discrètement, inexacte. Elle s'est rapprochée. L'horloge, désormais réglée sur 10 heures précises, avait retrouvé son appellation légitime. Horloge décorative édouardienne, donatrice, Madame Robotham. Mais Mademoiselle Marple se souvenait très bien qu'à la fête, leur avait été avancée de 27 minutes. Pas quelques minutes, pas même 10, à un chiffre étrange, significatif seulement s'il était délibéré. Et maintenant, c'était réinitialisé. Elle se pencha, scrutant la vitre, son souffle embuant la vitre un instant. Quelque chose, au pied de l'horloge, attira son attention. Une marque discrète, à peine visible, une éraflure, ou peut-être un résidu. Elle cligna des yeux. Non, pas un résidu. Une empreinte digitale? Non, trop tachée. Elle regarda autour d'elle. La salle était vide, le silence absolu. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Miss Marple ouvrit son panier en osier et en sortit un mouchoir en lin plié. Elle fouilla dans sa poche, en sortit une petite clé en laiton qu'on lui avait prêtée il y a longtemps, lorsque la femme du pasteur lui avait demandé de l'aider à ranger l'étagère des œuvres de charité missionnaire, et ouvrit la porte du placard avec la même grâce tranquille qu'elle mettait à enfiler une aiguille. Elle souleva délicatement l'horloge, remarquant son poids surprenant. La retournant avec précaution, elle en examina le socle. Là, un petit carré de papier, collé sous le bas, à peine plus grand qu'un timbre-poste. Jauni sur les bords, il semblait avoir été apposé à la hâte. Avec le mouchoir protégeant ses doigts, elle le décolla. L'écriture était faible, mais lisible. H.J. 412. La vérité doit être vue, non cachée. Miss Marple le regarda fixement, les sourcils froncés. Une référence biblique. Ou plutôt, ce qui ressemblait à une référence. H.J. serait-ce une paire d'initiales, ou un livre de la Bible déformé? 4. 12 chapitres et versets. Ou une date. Elle remit doucement l'horloge en place, verrouilla le boîtier et glissa le papier plié dans son sac à main entre les pages d'une brochure sur l'étiquette du thé victorien. De retour sur la place, elle fit un détour par la boulangerie, acheta une petite brioche au raisin et s'assit sur le banc en face du marchand de légumes. Elle regarda passer les passants. Le conseiller Baverstock dans une veste bleu marine trop chaude pour la météo, Lydia promenant son petit terrier d'un pas saccadé, M. Handicott s'arrêtant devant la vitrine du marchand de journaux sans jamais y entrer. Elle remarqua que Daphné Gillin entrait dans la pharmacie la tête baissée et en ressortait rapidement, glissant un sac en papier blanc dans son sac à main. Un mal de tête, peut-être, ou la nervosité. Miss Marple retourna une fois de plus le bout de papier dans son sac à main. S'il s'agissait d'une citation biblique, songea-t-elle, il s'agissait peut-être d'Hébreu ou peut-être d'Habacuc. Mais il semblait tout aussi probable qu'il s'agisse d'un message d'une personne à une autre, caché sous l'horloge pour être conservé en lieu sûr ou comme communication privée. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas sa place sous un objet exposé lors d'un événement public. Elle repensa à l'horloge remise à l'heure. Quelqu'un l'avait remise à l'heure. Mais pourquoi? Si l'écart de 27 minutes avait été un signal silencieux ou un chronomètre, il avait rempli son rôle. Sa présence ultérieure ne pouvait que soulever des questions. Le réinitialiser était un moyen d'effacer une piste. Mais ce faisant, le tueur avait commis une seconde erreur. Il avait supposé que personne n'avait remarqué la première. Miss Marple avait. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray se présenta à sa porte, élégant dans son costume gris foncé et ses chaussures cirées. C'était un homme courtois, la quarantaine,
à l'expression sèche et au don de la litote. « Mademoiselle Marple, dit-il en hochant la tête, on m'a dit que vous aviez remarqué des incohérences dans la présentation des tasses à thé. » Elle lui offrit du thé, qu'il déclina poliment, et l'invita à s'asseoir près de la fenêtre du salon. « Je ne dirais pas que ce sont des incohérences, inspecteur. Juste des détails qui semblent importants. » Cray haussa un sourcil. « J'ai vu des cas où tout semblait compter, et d'autres où rien n'avait d'importance. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment lequel nous avons ici. » Miss Marple sourit. « Eh bien, vous avez une victime fière, intelligente, et pas particulièrement aimée. Vous avez plusieurs villageois qui lui en voulaient, chacun pour des raisons différentes. Vous avez une horloge trafiquée, une tasse à thé dépareillée, et maintenant, ceci. » Elle lui passa la note pliée. Cray le lut à haute voix, puis leva les yeux. « Où as-tu trouvé ça? » Fixé au pied de l'horloge tasse à thé. « J'imagine qu'il a été placé là récemment. Il n'était pas répertorié dans l'inventaire de la collection de la Société historique. » Cray l'observa. « Et tu crois que ça veut dire quelque chose? » La voix de Miss Marple était légère. « Oh, je crois que cela signifie beaucoup de choses. Mais d'abord, je crois que cela nous dit que Madame Robotham savait peut-être quelque chose. Ou que quelqu'un essayait de le faire croire. » Cray Franca, less sourcils. « Tu penses qu'elle n'était pas la victime visée? » »« Non, dit-elle doucement. Je pense qu'elle était très certainement la victime désignée. Mais je pense aussi qu'elle le savait. Ou, du moins, qu'elle soupçonnait que quelque chose clochait. » Il se leva et empocha soigneusement le billet. « Et si c'est vrai, Miss Marple, qu'aurait-elle fait? » Le regard de Miss Marple était fixe. Elle aurait fait ce que font toujours les femmes intelligentes lorsqu'elles ont peur. Elle aurait caché quelque chose à la vue de tous. Cray hocha la tête une fois et partit. Lorsque la porte se referma derrière lui, Miss Marple resta un long moment dans le couloir, réfléchissant. Il y avait quelque chose dans la façon dont Madame Robotham s'était présentée ce jour-là, si fière, si sûre d'elle. Quelque chose lui donnait le sentiment d'avoir l'avantage. Et pourtant, elle avait fini par mourir. Miss Marple retourna à son bureau et ouvrit son carnet. Elle a écrit seulement 3 mots. Âge égal à Harold Jamson? C'était un nom dont peu de gens se souvenaient aujourd'hui. Mais Miss Marple se souvenait de tout. Mercredi, la chaleur estivale s'était adoucie pour laisser place à une douce chaleur, celle qui, d'habitude, faisait vibrer les rues de Little Wishwood d'abeilles et d'une joyeuse sérénité. Mais cette semaine, la tranquillité habituelle était troublée non par le mauvais temps ou les récoltes, mais par une vague de suspicion. Les villageois étaient devenus inhabituellement polis, excessivement même. Les conversations flottaient désormais au-dessus d'un océan de pensées non exprimées, et chaque sourire semblait un peu plus crispé, chaque geste un peu plus mesuré. Dans le salon de thé, où Miss Marple déjeunait la plupart des jours de semaine, l'air était empli d'un parfum de scone, de cire à la lavande et de spéculation. Madame Horton était inhabituellement silencieuse, ce qui signifiait qu'elle réfléchissait. Et quand Madame Horton réfléchissait, on pouvait être sûr que les secrets étaient triés comme du linge sale. J'ai entendu dire que le mot que Miss Marple avait trouvé portait un nom. Murmura-t-elle, bien que Miss Marple fût assise à quelques tables de là. Harold Jameson. Mais qui est donc ce nom? Ça ne me dit rien, dit M. Cornish, les yeux plissés. À moins que ce soit cet homme étrange qui gérait la bibliothèque du village dans les années 1980. Non, non, c'était Jeremy Phelps. Harold Jameson. Je crois qu'il avait quelque chose à voir avec les Robotham, il y a des années. Des affaires, peut-être. Assise près de la fenêtre, Miss Marple sirotait son thé sans rien dire. Mais elle aussi avait passé la matinée à méditer sur ce nom. Non par curiosité, mais par souvenir. Harold Jamson était le cousin éloigné de Pénélope Robotham, une parenté occultée par la honte familiale et qu'il valait mieux éviter d'évoquer lors des réunions du Women's Institute. Il avait vécu à Little Wishwood plus jeune, avant la guerre, et avait quitté la ville dans ce que l'on qualifiait poliment de circonstances désagréables.
La version officielle faisait état d'un échec commercial. La version moins officielle faisait état de faux documents et d'un litige successoral. Miss Marple, qui avait assisté à la vente de charité de l'église et à la réunion plutôt houleuse du conseil paroissial où l'affaire avait été soigneusement évitée, avait depuis longtemps appris la différence entre la honte familiale et le silence communautaire. On parlait de la première à voix basse. Du second, on n'en parlait pas du tout. Et maintenant, son nom avait refait surface sous une horloge en forme de tasse à thé, rien de moins. Au milieu de l'après-midi, Miss Marple se retrouva à rendre visite à Monsieur Endicott. L'avocat à la retraite vivait dans une maisonnette impeccablement entretenue à la sortie du village, entourée de taupières taillées à la perfection géométrique. Il ouvrit la porte avec son habituel léger froncement de sourcils, comme si le monde était constamment en retard dans ses démarches administratives. « Mademoiselle Marple, dit-il, légèrement surpris. Entrez. Je suppose que vous êtes ici pour la fête. Tout le monde semble l'être. J'ai pensé que ce serait sympa de discuter loin du salon de thé, dit-elle en s'installant dans un fauteuil à haut dossier. Moins d'interruptions. Endicott renifla. Le salon de thé est devenu un véritable poulailler cette semaine. J'ai décidé de préparer ma propre bière en guise de protestation. Il lui versa une tasse dans un joli pot en argent, lui offrit un biscuit et attendit avec la patience d'un homme qui avait autrefois interrogé des inspecteurs des impôts pour le plaisir. « Vous connaissiez très bien Madame Robotham, commença Mademoiselle Marple. Du moins, depuis de nombreuses années. »« Oui, répondit-il sans tendresse. Pénélope était une femme formidable. Elle aimait avoir raison, même quand elle n'avait pas raison. Et souvent, quand elle avait raison, elle en faisait étalage. Vous avez eu un désaccord au sujet de l'horloge en forme de tasse à thé. Plusieurs, en fait. Elle insistait sur le kitsch victorien. Moi, je maintenais que c'était une pièce de fantaisie édouardienne. Il y a une distinction, vous savez. Les matériaux, la sensibilité du design, l'origine de la fabrication. Ces choses-là ont de l'importance. J'en suis sûr, dit Miss Marple. Et pourtant, samedi matin, vous sembliez plutôt réconciliés. Endicott plissa les yeux. Nous sommes parvenus à un accord. Elle modifierait la fiche descriptive pour indiquer, vers 1905, au lieu de faire des affirmations qu'elle ne pourrait pas justifier. Et en retour, Endicott hésita. En échange, j'acceptais de ne pas donner suite à la question du prêt. Prêt? Il soupira. Je lui ai un jour prêté une somme considérable pour la société historique, un investissement, en quelque sorte, pour la restauration des horribles tapisseries de la salle paroissiale. Elle n'a pas réussi à me la rembourser. J'aurais pu en faire une affaire publique. Elle le savait. Miss Marple hocha la tête, absorbant cela tranquillement. A-t-elle mentionné un message? Un mot? Endicott franca les sourcils. Elle a dit quelque chose d'énigmatique samedi matin. Quelque chose comme « Le passé n'est jamais aussi enfoui qu'on l'espère ». J'ai supposé qu'elle parlait de moi. Mais si elle parlait de quelqu'un d'autre? Endicott resta silencieux pendant un long moment. « Harold Jamson, dit-il finalement. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Alors tu te souviens de lui. Toute personne d'un certain âge se souvient de lui. Un escroc. Un voleur. Il a quitté le village en disgrâce. Il a failli ruiner la réputation du père de Pénélope. Elle ne lui a jamais pardonné. Mais elle a gardé un souvenir. Endicott franca les sourcils. Que veux-tu dire? Le mot trouvé sous l'horloge portait ses initiales. HJ 4h12. Une référence, peut-être, ou un avertissement. Vous pensez qu'elle était victime de chantage? C'est possible. Ou peut-être qu'elle voulait révéler quelque chose. Lorsque Miss Marple se leva pour partir, Endicott l'accompagna jusqu'à la porte. Avant qu'elle ne parte, il marqua une pause. Je ne l'ai pas tuée, Miss Marple. J'avoue que je ne l'aimais pas, mais je ne suis pas un meurtrier. Mesquin peut-être, mais pas homicide. Elle lui adressa un léger sourire. « Oh, Monsieur Endicott,
Détester quelqu'un et le tuer sont deux choses bien différentes. Et il est rarement nécessaire de haïr pour empoisonner. Parfois, il suffit d'une bonne occasion et d'un peu de peur. Elle le laissa debout parmi ses sculptés, l'air plus perturbé qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là, la réunion municipale se tint à la salle des fêtes, officiellement pour discuter des annonces de prix reportés, mais en réalité pour offrir un cadre formel à un échange d'informations très informel. L'inspecteur Cray, indifférent au manque de décorum procédural, laissa les villageois s'exprimer librement. Madame Baverstock a pris la parole la première. C'était une brute, dit-elle, les bras croisés. Elle usait de sa position à la société historique comme d'une épée. Les gens avaient peur d'elle. Pas physiquement, bien sûr, mais ils craignaient qu'elle ne les ruine socialement. Daphné Gillin la suivit. Elle savait des choses, dit-elle d'une voix faible. Elle savait que mon frère lui avait emprunté de l'argent et qu'il ne pouvait pas le rembourser. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait le rendre public. Elle t'a menacé, Daphné, demanda doucement Miss Marple. Non, murmura-t-elle. Mais elle aimait avoir du pouvoir sur les gens. Elle aimait être crainte. Un murmure s'éleva dans la salle. Cray leva la main pour les calmer. Quelqu'un d'autre a-t-il eu l'impression que Madame Robotham avait quelque chose sur lui? A-t-il demandé au groupe? Les mains restèrent baissées. Les regards se perdirent. Le silence en disait plus que des mots. Miss Marple est partie tôt. Elle en avait assez entendu. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'église, dont le clocher baignait dans l'ombre du clair de lune. Le cimetière voisin était calme et paisible, mais son esprit était illuminé. Pénélope Robotham avait vécu comme une femme entourée d'armes, mais elle les avait aussi fabriquées. Elle avait collectionné des secrets et les avait conservés comme des feuilles de thé dans des boîtes de conserve, soigneusement étiquetées et prêts à l'emploi. Mais quelqu'un, pensa-t-elle, avait retourné l'un de ses secrets contre elle. Et si Harold Jamson en avait fait partie, alors peut-être que le passé n'était pas du tout enterré. Pas encore. Le jeudi apportait une lourdeur, non due à la pluie ou à l'orage, mais au poids lent et étouffant d'une vérité non résolue. À Little Wishwood, la routine continuait, le courrier était distribué, les œufs ramassés et le jardin arrosé, mais un étrange silence régnait surtout, comme si le village lui-même retenait son souffle. Ce matin-là, Miss Marple était assise dans son salon, son tricot sur les genoux et un petit carnet à côté de sa tasse de thé. Il contenait quelques noms, quelques dates et l'étrange note qu'elle avait copiée au fond de l'horloge de la tasse de thé. À 4h12, la vérité doit être vue, non cachée. Elle était désormais certaine que c'était un message. Mais à qui? Ou de qui? Pénélope Robotham était bien des choses, vaniteuse, fière, acerbe, mais pas téméraire. Si elle avait placé ce mot-là, c'était parce qu'elle croyait qu'il serait découvert. Si quelqu'un d'autre l'avait placé, c'était pour tromper l'attention, pas pour communiquer. Et la question de la tasse dépareillée persistait comme une épine dans le pied. Quelqu'un l'avait introduite dans le pavillon avec l'intention expresse de s'en servir, d'en faire une arme. Et pourtant, malgré tous les rapports du sergent Phelps, personne n'avait admis l'avoir manipulée. Comment avait-elle pu arriver sur la table sans être vue? Au milieu de la matinée, on frappa doucement à la porte d'entrée. À la surprise de Miss Marple, c'était l'inspecteur Cray. Il se tenait là, sans sa froideur habituelle, les sourcils froncés et son attitude plus personnelle que procédurale. « Mademoiselle Marple, dit-il en acceptant son invitation, il y a eu un fait nouveau. Un fait nouveau que je pensais que vous devriez savoir. » Elle le conduisit au salon, lui versa une tasse de thé sans rien demander et attendit. Cray à s'éclaircit la gorge. Ce matin, nous avons reçu une lettre, remise en main propre, sans adresse de retour, tapée sur du papier ordinaire. Pas d'empreinte digitale, du moins, aucune empreinte utile. Il sortit l'enveloppe de son manteau et la lui passa. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, soigneusement pliée. Miss Marple la déplia avec une délicatesse qui trahissait l'habitude, non la prudence. Elle la méritait.
Elle a ruiné des gens. Un jour, tu comprendras. HJ, il n'y avait aucune salutation, aucune signature, hormis ses initiales familières. Cray se pencha en avant. C'est soit une confession, soit une diversion. Peut-être les deux. Mais ce qui me trouble, Miss Marple, c'est que ceci ait été lancé par la porte de la gare avant l'aube. Quelqu'un du coin. Quelqu'un d'assez courageux ou fou pour semer la zizanie à nouveau. Miss Marple hocha la tête, les yeux scrutant les lignes. Et vous croyez toujours qu'Harold Jamson pourrait être impliqué? Cray hésita. Nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Officiellement, il est mort en 1961. Mais il n'y a aucune trace de son enterrement. Pas de nécrologie. Juste une disparition. Des morts sur papier, murmura Miss Marple. Pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Tu crois qu'il est vivant? Je crois, dit Miss Marple prudemment, que quelqu'un utilise son nom. S'agit-il de lui-même ou d'un autre? Je ne peux pas encore le dire. Cray prit une autre gorgée de thé. Il y a encore quelque chose. Quelque chose que tu trouveras intéressant. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe, bien plus ancienne que la lettre. Le papier était jauni, la colle du rabat cassante. Nous étions en train de fouiller les affaires personnelles de Madame Robotham. Dans le tiroir de son bureau, caché sous son sous-main, nous avons trouvé ceci. Il le passa à Miss Marple, qui l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite, une note originale, écrite en caractères fermes et inclinés. Tu me dois la vérité, Penny. J'ai gardé ton secret une fois. Je ne le ferai plus. HJ, Miss Marple le lut 2 fois, puis le posa délicatement sur la nappe. Alors il la faisait chanter, dit-elle doucement, ou la confronter. Ce n'est pas la même chose, inspecteur. Pas du tout. Cray se rassit. Tu crois qu'elle a fait quelque chose à Harold Jamson? Je pense qu'elle croyait l'avoir fait. Et je pense que quelqu'un d'autre le savait, peut-être même mieux qu'elle-même. Dehors, un camion roulait sur la route principale, rare intrusion du monde extérieur. Miss Marple le regarda disparaître devant la boulangerie, son moteur retombant dans le silence. « Il y a encore une chose que je dois demander, » dit Cray. L'horloge tassatait. « Oui? C'est parti. » Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers lui. Cray hocha la tête. Enlevé dans la salle paroissiale, hier après-midi. Aucun signe d'effraction. L'armoire a été refermée par la suite. Donc quelqu'un avec une clé. Ou quelqu'un qui sait où le vicaire cache le sien. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers sa fenêtre. La perte de l'horloge la troublait plus qu'elle ne voulait le montrer. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était le lieu du message, l'indice, la falsification. Si quelqu'un s'était donné la peine de la voler maintenant, c'était parce qu'elle contenait encore quelque chose qu'il ne pouvait risquer de voir découvert. Et cela signifiait que le tueur n'avait pas encore fini. Plus tard dans la journée, Miss Marple se dirigea vers le cimetière, ses pas légers, son visage indéchiffrable. Le révérend Shillingworth l'accueillit à la porte avec un sourire perplexe. « Mademoiselle Marple, un plaisir comme toujours. Vous êtes venue admirer les lys? Ils ont fleuri à merveille cette semaine. En fait, dit-elle, j'espère que vous satisferez ma curiosité. Bien sûr. J'aimerais savoir où se trouve la parcelle de la famille Jamson. » Le vicaire cligna des yeux. « Les Jamson? Bon sang, je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. La plupart du village non plus. Mais je me souviens qu'ils avaient un petit terrain près du muret. Il la guida à travers les pierres tombales, passant devant des anges en ruine et du marbre blanchi par le soleil. Enfin, il s'arrêta devant une pierre basse, partiellement recouverte de lierre. « C'est ça, dit-il. Il n'y a que 3 noms enregistrés ici. Père, mère et Harold. Né en 1911. Décédé en 1961. » Miss Marple s'agenouilla soigneusement, repoussant le lierre. Mais quelque chose attira son attention. Le sol, devant la pierre, avait été récemment remué. Pas profondément, pas fraîchement creusé, mais remué tout de même. Une parcelle de terre où l'herbe avait été grossièrement arrachée et tassée.
Quelqu'un a-t-il visité la tombe récemment? Chillingworth secoua la tête. Pas à ma connaissance. Les Jamson n'avaient plus de famille ici. Miss Marple se leva et essuya la terre de ses gants. Pas de famille, répéta-t-elle. Et pourtant, quelqu'un a laissé une trace. Quelqu'un qui s'en souvenait. Cette nuit-là, tandis que le village se couchait, Miss Marple était assise à son bureau à la lumière d'une lampe. Elle a sorti son carnet et a commencé à écrire. La coupe a été introduite par une personne suffisamment proche pour se fondre dans la masse. L'horloge a été réglée, puis réinitialisée. Le billet a été caché, puis volé. Le motif n'est pas la haine, mais la honte. Elle s'arrêta. Sa main s'arrêta au-dessus du papier. Et dans une nouvelle ligne, elle a écrit « Si Harold Jamson est mort, alors quelqu'un utilise son fantôme ». La question n'était plus de savoir qui détestait Penelope Robotham. C'était celui qui aimait Harold Jamson au point de tuer pour lui. Vendredi arriva enveloppé d'un silence pesant, comme si le village lui-même attendait, vigilant, tendu, impatient. Le vent apportait un léger parfum de pluie imminente, et bien qu'aucune goutte ne soit encore tombée, les commerçants avaient tiré leurs auventaux, et l'air était lourd d'impatience. Miss Marple, cependant, ne montrait aucun signe d'agitation. Elle s'occupait de sa journée avec sa grâce habituelle et méthodique. Elle prenait son thé du matin, coupait les pétales fanés de ses géraniums et s'asseyait dans son salon pour relire un recueil de poèmes de Tennyson. Pour un étranger, elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, l'image même d'une vieille fille absorbée par ses plaisirs tranquilles. Mais derrière son calme, chaque pensée était tendue avec intention. La veille, elle était restée assise jusqu'à tard dans la soirée, réfléchissant à tout ce qu'elle avait entendu et vu depuis la fête champêtre. Et même si le mystère avait parfois semblé se ramifier dans de trop nombreuses directions, il avait commencé à se rétrécir. Une forme se dessinait, encore imparfaite, mais indéniable. Elle savait qui était le meurtrier. Il ne restait que des preuves. Pas celles dont la police avait besoin, Miss Marple en avait rarement, mais celles qui révélaient la faille humaine. L'unique faux pas, le seul tremblement qui avait brisé le masque. Et pour cela, elle avait besoin d'un peu de jeu d'acteur. Elle avait invité 3 personnes à prendre le thé cet après-midi-là. Daphné Gillin, Madame Lydia Baverstock et le conseiller Gérald Baverstock. Le choix était délibéré et le timing précis. 17 heures, heure à laquelle la lumière des fenêtres orientées à l'ouest projetterait de longues ombres sur le sol du salon et mettrait les nerfs à vif. À 5h15, tous les 3 étaient arrivés. Le service à thé de Miss Marple était impeccable, comme toujours. La table était dressée avec une nappe en dentelle impeccable, une assiette de scone, un petit pot de confiture de fraises et une assiette de biscuits au citron. La théière, un vieux meuble de famille orné de délicates roses roses, fumait au centre de l'ensemble. « J'espère que le court délai ne vous dérange pas, » dit-elle d'un ton enjoué en versant. « Mais je trouve ces petites réunions si utiles pour se détendre l'esprit. » Lydia Baverstock Louis offered un sourire glacial. « C'est toujours un plaisir, Miss Marple. Mais j'avoue que j'ai été surprise par l'invitation. »« Surprise ?» dit Miss Marple en haussant les sourcils. « Oh, mais j'ai pensé qu'un peu de réflexion commune nous serait bénéfique. Ces derniers jours ont laissé le village assez, comment disent les journaux. Ah oui, secoué. » Daphné, assise près de la fenêtre, baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient serrées sur ses genoux. Elle portait une robe bleu pâle qui effaçait ses joues, et elle sursauta légèrement lorsque Miss Marple s'adressa à elle. « Tu n'as presque rien dit, ma chère. Comment te sens-tu maintenant? Tu étais toute pâle mardi. » Daphné esquissa un sourire forcé. « Juste un peu fatiguée, Miss Marple. Tout ça a été tellement bouleversant. Je comprends tout à fait. On oublie souvent à quel point l'inquiétude peut être épuisante. Elle s'infiltre par la petite porte, n'est-ce pas? Un peu comme la culpabilité. » Un silence s'ensuivit, rompu seulement par le tintement de Gérald Baverstock remuant son thé trop fort. « Je suppose que vous avez entendu parler, » dit-il, comme si changer de sujet pouvait servir de protection.
à propos de la disparition de l'horloge. Oh oui, répondit Miss Marple, imperturbable. Quel malheur! J'ai toujours pensé que cela pourrait être la clé de quelque chose. Elle prit une délicate gorgée, surtout qu'on l'a trafiquée 2 fois. Une fois pour avancer l'heure, une autre fois pour la remettre à l'heure. Ça aurait pu être n'importe qui, dit Lydia d'un ton neutre. Des gens qui allaient et venaient devant l'exposition. C'était le chaos. Oui, ça aurait pu être n'importe qui, approuva Miss Marple. C'est pourquoi ce n'était pas le cas. Voyez-vous, le chaos est une excellente couverture pour quelqu'un qui anticipe. Ses invités s'immobilisèrent. Gérald toussa légèrement et regarda vers la fenêtre. Lydia Baverstock prit un biscuit et le cassa en 2 avec une précision délibérée. Seule Daphné resta immobile, comme si un mouvement risquait d'attirer les flammes. Miss Marple posa sa tasse de thé avec l'air de se diriger vers l'acte final. « J'ai réfléchi à ce mot, » dit-elle. Celui signé par H. Lydia eut un léger rire dédaigneux. Une farce, ou quelqu'un qui essaie de semer le trouble. Non, répondit Miss Marple. C'était un avertissement. À Pénélope. Ou peut-être à quelqu'un d'autre. Elle leva les yeux. Voyez-vous, je crois que quelqu'un de très proche de ce village fait semblant. Il prétend qu'Harold Jamson est vivant. Il prétend parler en son nom. Lydia S.E. rated. Je crois, poursuivit doucement Miss Marple, que le mot caché sous la pendule en forme de tasse à thé a été placé pour faire croire que Pénélope Robotham cachait un secret. Un dernier règlement de compte avec le passé. Mais la vérité est tout autre. Elle laissa le silence s'étendre, laissa la pause prendre racine. Je crois que le vrai secret n'était pas celui de Pénélope. Elle se tourna vers Daphné, son ton étant désormais doux. C'était à toi, n'est-ce pas, ma chérie? Daphné leva brusquement les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Miss Marple esquissa un petit sourire bienveillant. Voyez-vous, je me souviens de votre mère. Harriet Jameson. Elle a épousé un homme de Chichester et a quitté le village peu après les ennuis avec Harold. Mais elle venait souvent lui rendre visite. Je me souviens vous avoir vu avec elle une fois, devant la vieille librairie. Vous n'aviez pas plus de 10 ans. Le souffle de Daphné se coupa. Tu as toujours dit que ta mère était morte très jeune. Mais personne ne t'a jamais demandé qui elle était, n'est-ce pas? Gérald regarda Daphné avec confusion. Le regard de Lydia s'assombrit. Vous êtes la nièce d'Harold Jamson, dit doucement Miss Marple. Un fait que vous avez gardé secret. Peut-être parce que votre mère vous l'a fait promettre. Ou parce que vous craignez ce que ce nom pouvait signifier dans ce village. Et puis, après sa mort, vous êtes revenu ici, pour prendre un nouveau départ. La voix de Daphné, quand elle se fit entendre, n'était qu'un murmure. Elle l'a ruiné, dit-elle. Penelope. Elle l'a transformé en criminel aux yeux des gens. Mais ce n'était pas vrai. Il a endossé la responsabilité à sa place. Elle a falsifié ses papiers. Il ne l'a pas arrêté. Et puis il a disparu. On a dit qu'il s'était enfui, qu'il était mort. Mais ce n'est pas le cas. Il est parti en France. J'ai retrouvé ses lettres après le décès de ma mère. Elle tremblait. Lydia tendit la main pour la prendre, mais elle se retira. Il a vécu des années. Discrètement. Un vieil homme sans nom. Il est mort seul. Personne ici ne se souvenait de lui. Et tu es revenu, dit doucement Miss Marple, pour que quelqu'un se souvienne. Les épaules de Daphné s'affaissèrent. Elle savait qui j'étais. Pénélope. Elle l'a découvert juste avant la fête. Elle a menacé de tout dire à tout le monde. Elle a dit que je ne travaillerais plus jamais dans une famille respectable. Je l'ai supplié de ne rien dire. Mais elle ne le ferait pas. Non, murmura Daphné. Elle a ri. Elle a dit que la vérité avait tendance à remonter, comme une mauvaise crème, et que le village me dévorait tout cru. Le salon était calme. Miss Marple S.E. Rassett. Tu as posé la tasse sur la table, dit-elle doucement. Parmi les autres. Une contenant juste assez de cyanure pour être mortelle, mélangée à du miel pour masquer l'odeur. Tu savais qu'elle goûterait chaque tasse de thé lors de son discours d'ouverture. Je ne voulais pas la tuer, dit Daphné en larmes.
Juste la rendre malade. Lui faire peur. La voix de Miss Marple était douce. Mais la peur, ma chère, tue plus sûrement que la haine. Surtout en matière de vengeance. Elle se leva et lissa sa jupe. Je vais appeler l'inspecteur Cray. Préparez-vous. Daphné hocha la tête. Son visage était pâle, mais il y avait du soulagement dans ses yeux, une étrange et fragile légèreté, comme si le poids de la dissimulation s'était enfin évanoui. Dehors, les premières gouttes de pluie tombaient sur le toit du chalet. Et dans le carnet de Miss Marple, une dernière ligne était tracée sous le mot « Vérité ». Il pleuvait sans interruption toute la soirée, une bruine douce et persistante qui enveloppait le village de brume et apportait un sentiment de clôture. Les tuiles des toits brillaient d'un éclat sombre, les ruelles pavées de Little Wishwood brillaient sous la lumière des lampadaires, et les bavardages autrefois vibrants dans les salons de thé n'étaient plus qu'un murmure de réflexion. Les événements de la semaine écoulée avaient laissé leurs marques, subtiles, comme des empreintes digitales sur du verre, mais indéniables. Au commissariat, la lumière du bureau de l'inspecteur Cray brûlait tard. Une cafetière tiède, intacte, reposait sur le rebord de la fenêtre. Daphné Gillin était assise dans la pièce voisine, flanquée d'une agente, les yeux rivés sur ses mains jointes. Elle n'avait ni nié ni résisté. Ses aveux, une fois arrachés, avaient surgi comme un souffle retenu. L'inspecteur Cray était assis avec Miss Marple en face de son bureau, son expression indéchiffrable. « Elle sera inculpée, dit-il après un long silence. Homicide involontaire, au minimum. Peut-être de meurtre, mais cela dépendra de l'interprétation que le ministère public fera de son intention. Elle n'a pas nié l'empoisonnement. Elle n'a pas cherché à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais elle maintient qu'elle voulait seulement effrayer Robotham, qu'elle ne voulait pas que la dose la tue. » Miss Marple hocha la tête. « Je la crois. » Cray haussa un sourcil. Elle voulait lui faire honte. C'était son intention. L'amertume du passé, la perte de son oncle, le silence de sa mère, tout cela s'était accumulé pour former quelque chose avec lequel elle ne pouvait plus vivre. Mais non, Daphné Gillin n'est pas une meurtrière intentionnelle. Juste une fille qui essaie de justifier la douleur. Cray se renversa dans son fauteuil. Même ainsi, quelqu'un est mort. Oui, dit Miss Marple doucement, quelqu'un l'est. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre striée de pluie. Pénélope Robotham maniait les secrets comme des armes. Et pendant un temps, peut-être, cela lui a été utile. Mais ce genre de pouvoir a un prix. On l'oublie. Chaque personne qu'elle a humiliée, chaque menace qu'elle a proférée, tout lui revenait. Craesi frata les tempis. Ce n'est quand même pas justice. Non, dit Miss Marple, mais c'est une conséquence. Et parfois, dans un village comme le nôtre, les deux sont terriblement liés. Ils restèrent silencieux un moment encore, le poids de la résolution s'installant entre eux. Finalement, Cray fouilla dans un tiroir et en sortit la pendule-tasse à thé manquante. Au fait, on l'a trouvée, enfouie dans une poubelle derrière la poste. Miss Marple's Surrey Fablement. Une fin heureuse pour une horloge qui n'a jamais donné l'heure exacte. Cray rit malgré lui. C'est marrant comme ça revenait sans cesse, ce truc ridicule. Tu avais raison, c'était la clé, non? Elle hocha la tête. Ce n'était pas juste une horloge. C'était un symbole, un message à trouver, un repère temporel qui disait « Regarde bien ». Et quand quelqu'un a essayé de l'effacer, de le réinitialiser, on a su que c'était important. Cray tapota le bord de l'horloge avec un stylo. Tu as vu le motif alors que personne d'autre ne l'avait vu. Comme toujours. Oh, je ne sais pas, dit Miss Marple en se levant. J'écoutais simplement. Les histoires que les gens racontaient sans même s'en rendre compte. Il se tenait à ses côtés et lui tendait la main. Merci, Miss Marple. Je doute que nous y serions parvenus sans vous. Elle lui serra la main avec une force surprenante. Vous l'auriez fait, inspecteur. Mais peut-être pas à temps. Elle se tourna vers la porte, puis marqua une pause. Vous savez, Harold Jamson n'a jamais pu laver son nom. Mais sa nièce, oui. Cray hocha la tête. Mais ça a un prix. Oui, dit Miss Marple,
mais pas sans intention. Dehors, la pluie s'était transformée en brume. Le village, lavé par l'averse, semblait plus doux, plus calme. Miss Marple traversait lentement la place, son parapluie légèrement au-dessus de sa tête. Les becs de gaz vacillaient dans le brouillard, et l'odeur de la terre humide se mêlait aux dernières notes de lilas. À la porte de l'église, elle s'arrêta. Le révérend Chillingworth était en train de fermer la porte pour la nuit. Il lui adressa un sourire las. « Mademoiselle Marple, vous vous promenez par ce temps? Ça éclaircit les idées, répondit-elle. Et j'ai pensé aller une dernière fois sur la tombe de Jamson. Il s'écarta et lui tint la porte ouverte. J'ignorais totalement que Daphné était liée à eux. La plupart non plus, dit Miss Marple. Mais le passé finit toujours par revenir. C'est comme le lierre. Il grimpe jusqu'à ce qu'on le coupe. Elle traversa l'herbe humide, passant devant des pierres usées et des vases vides. Près du mur, elle retrouva la parcelle Jamson. Le sol était humide, l'herbe aplatie là où elle se tenait quelques jours plus tôt. Mais cette fois, elle déposa une rose blanche sur la tombe, silencieusement, avec révérence. « Pour la vérité, murmura-t-elle, et pour la paix. » Elle ne s'attarda qu'un instant de plus avant de retourner chez elle. Alors qu'elle atteignait le sommet de la colline surplombant le village, les nuages se dissipèrent, juste assez pour qu'un rayon de lune scintille sur les toits en contrebas. C'était un petit endroit ordinaire, Little Wishwood. Mais il contenait toutes les nuances de la nature humaine, le chagrin, la joie, la jalousie, la bonté. Et des secrets, toujours. Miss Marple savait que le lendemain, le village retrouverait son rythme habituel. Le salon de thé reprendrait ses commérages, le pasteur reprendrait ses sermons et le comité des fêtes commencerait à préparer le jugement des roses de l'année suivante. Mais au fond de tout cela, quelque chose avait changé. Pour certains, la vérité est arrivée trop tard. Pour d'autres, c'était arrivé juste à temps. Et pour Miss Marple, cela s'était produit, comme toujours, avec du thé, de l'observation et la tranquille certitude que les gens cachaient rarement ce qu'ils étaient. Elles espéraient simplement que personne d'autre ne les regardait. Elle atteignit sa porte, s'arrêta et regarda une fois de plus vers le village tranquille en contrebas. Puis elle entra, ferma doucement la porte derrière elle et alla mettre la bouilloire en marche. Le samedi, la pluie avait cessé. Un matin clair s'est levé sur Little Wishwood, avec un ciel bleu pâle et une brise qui agitait les haies et asséchait les flaques d'eau des jours précédents. Le village commençait déjà à se remettre en marche, avec la subtile et méticuleuse méthode que les petites communautés anglaises avaient perfectionnée au fil des générations. La vie, comme le linge, devait bien finir par être rallongée. Les boutiques rouvrirent en pleine liesse. La devanture de la boulangerie présentait son habituel défilé de brioches glacées et de tartelettes aux cerises. Chez le primeur, Madame Horton examina une caisse de prunes primeur tout en chuchotant à M. Corniche derrière sa main si Daphné Gillin serait incarcérée à la prison du comté ou transférée à la maison de détention pour femmes. Elle baissa la voix au passage de Mademoiselle Marple, mais pas assez. Une affaire épouvantable, bien sûr. Mais la pauvre fille avait quelque chose de spécial. Elle avait toujours l'air trop pâle, trop convenable. « Je n'ai jamais fait confiance à ce petit ruban pour cheveux », ajouta solennellement M. Corniche. Miss Marple leur fit un signe de tête poli et continua son chemin. C'était curieux, pensa-t-elle, de voir à quelle vitesse le soupçon se transformait en jugement, et le jugement en certitude. À Little Wishwood, les gens n'oubliaient pas facilement, mais ils réorganisaient les faits jusqu'à ce que l'histoire leur convienne. C'était plus réconfortant ainsi. Moins de détails désordonnés perturbaient la vision ordonnée de la vie du village. Au presbytère, la cloche sonna l'heure et les préparatifs reprirent pour l'office du dimanche. Le révérend Chillingworth avait ajouté un hymne en hommage à Madame Robotham, même si les avis restaient partagés quant à savoir si c'était généreux ou hypocrite. Pénélope Robotham avait suscité plus de crainte que d'affection, et maintenant, en son absence, ce qu'elle avait intimidé semblait soudain plus indulgent.
Miss Marple fit une nouvelle fois une brève visite au cimetière cet après-midi-là. Pas sur la parcelle Jamson cette fois, mais dans un coin rarement visité. Elle se tenait là, contemplant une petite pierre plate en partie enfouie sous le lierre. Aucun nom n'y était gravé. Aucune date. Juste une plaque vide posée il y a longtemps. Certains disaient qu'il avait appartenu à un soldat, mort sans identification. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un enfant enterré avant le baptême. Mais Miss Marple, historienne discrète des vérités du village, soupçonnait qu'il s'agissait d'autre chose. Elle s'assit sur le banc voisin et observa le ciel un moment. Des hirondelles plongeaient et tournoyaient dans les airs. Un garçon à vélo passa devant le portail du cimetière. Quelque part au-delà des arbres, la rivière traçait son lent et argenté cours à travers la campagne. Et à mesure que les heures passaient, elle ne pensait pas à la mort, mais aux conséquences. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva une lettre qui l'attendait à la poste. C'était de l'inspecteur Cray. Écrit à la main. « Chère Miss Marple, je tenais à vous informer que Daphné Gillin a été officiellement accusée d'homicide involontaire. Le magistrat a accepté la position de la couronne selon laquelle il n'y avait aucune intention de tuer, seulement de blesser. Compte tenu de son âge, de l'absence de casier judiciaire et des circonstances de ses aveux, elle bénéficiera probablement d'une peine clémente. Un placement en maison de réadaptation pourrait être envisagé. Je dois admettre que je n'ai jamais rencontré un cas pareil. Vous aviez raison concernant le mobile. Il était si profondément enfoui dans le passé qu'aucun dossier de police n'aurait pu le révéler. Merci encore pour vos conseils. J'ai demandé au département de vous nommer à titre honorifique, mais je soupçonne que vous refuserez. Vous semblez préférer régler les problèmes à votre façon. Mes salutations les plus chaleureuses, inspecteur Geoffrey Cray. Miss Marple sourit à la lettre. Elle la plia, la rangea dans le tiroir de son bureau, à côté d'une enveloppe nouée d'un ruban bleu, et s'assit près du feu, tricotant. Dehors, le vent agitait les arbres du jardin. À l'intérieur, le tic-tac de sa vieille pendule marquait le passage d'une heure passée sans hâte. Il n'y avait eu ni grand procès, ni scandale dans les journaux du comté. Juste une ligne dans la circulaire locale, coincée entre des avis de perte de chats et des avis de réparation de tondeuses à gazon. Une femme de la région accusée d'empoisonnement à fête. Enquête close. Les villageois, de leur côté, avaient déjà commencé à remodeler l'histoire à leur image. M. Endicott, qui avait échappé de justesse aux soupçons, parcourait désormais le village avec une humilité nouvelle et moins de leçons sur le mobilier édouardien. Lydia Baverstock, autrefois source de dédain discret, avait pris l'habitude d'apporter des fleurs à la mère de Daphné, désormais seule. Même la jeune Daphné, à travers le brouillard de sa disgrâce, avait trouvé un semblant de soulagement. Son secret ne lui appartenait plus. Elle quitterait Little Wishwood, certes, mais peut-être trouverait-elle la paix ailleurs. Et l'horloge Tasse-à-thé? Il n'a jamais été retrouvé dans sa forme originale. Une semaine après sa disparition, un ensemble de tessons de porcelaine brisés a été retrouvé au bord de la rivière, éparpillé parmi les roseaux. La police a supposé qu'il avait été jeté là par panique ou par culpabilité. Mais Miss Marple savait mieux que ça. Le tueur avait voulu détruire le symbole, pas seulement les preuves. L'horloge avait marqué un moment où toutes les illusions s'étaient brisées. Et une fois la vérité éclatée, il était impossible de revenir en arrière. Ce soir-là, Miss Marple organisa son dîner habituel du jeudi soir pour un petit groupe de voisins. Rien de très élaboré, juste un hachis parmentier et un gâteau aux groseilles. Ils parlèrent de la météo, des répétitions de la chorale à venir et du vainqueur potentiel de la coupe de jardinage de l'année. Personne n'a mentionné le meurtre. Personne n'en avait besoin. Mais après, lorsque la vaisselle fut débarrassée et les lampes éteintes, Miss Marple s'assit sur sa chaise, les yeux rivés sur la fenêtre sombre. Elle ne cherchait pas les fantômes. Elle cherchait des schémas. Ces manières subtiles dont les gens révélaient leur véritable identité non pas par leurs paroles, mais par ce qu'ils évitaient. Non pas par leurs actes en plein jour, mais par ce qu'ils murmuraient derrière les portes.
Pénélope Robotham avait utilisé le passé comme un bouclier. Daphné Gillin l'avait utilisé comme une arme. Mais le temps, pensait Miss Marple, avait le don de les révéler tous les deux. À 10 heures, elle ferma son carnet pour la dernière fois et le posa sur l'étagère, à côté de ses autres victoires discrètes. Les affaires que personne d'autre n'avait résolues. Les vérités que personne d'autre n'avait voulues. Dehors, le vent faisait bruisser le portail du jardin. À l'intérieur, le feu crépitait doucement dans l'âtre. Miss Marple prit sa tasse de thé, prit une lente gorgée et sourit. La petite Wishwood se réveillerait demain sans se douter que le mâle avait jadis couvé sous ses napperons de dentelle et ses arches de rose. Mais elle s'en souviendrait. Elle l'a toujours fait. Le dimanche arriva dans un silence qui semblait s'installer non seulement sur le paysage, mais aussi au cœur même du village. Une brume matinale s'enroulait autour des haies, adoucissant les bordures des chaumières et baignant Little Wishwood d'une douce oubli. Les étals du marché étaient vides, le bureau de poste fermé, et les cloches de Saint-Michel résonnaient dans le silence avec une force poignante difficile à ignorer. Miss Marple se leva tôt, comme toujours, même si elle s'attarda un peu plus que d'habitude sur son petit déjeuner. Son thé du Darjeeling aujourd'hui infusait à côté d'elle dans une théière en porcelaine, dont un modeste motif floral s'enroulait autour de la porcelaine. Elle s'assit à sa table de cuisine, les yeux rivés sur le jardin derrière la fenêtre, où des rouges-gorges picoraient les miettes de pain qu'elle avait semées une heure plus tôt. Le jardin paraissait paisible à présent. Le meurtre commis une semaine plus tôt semblait aussi lointain qu'un rêve à moitié oublié. Mais Miss Marple savait, mieux que quiconque, que la peine était souvent qu'une eau stagnante, sous laquelle de vieilles racines s'emmêlaient et poussaient. Après le petit déjeuner, elle fit une petite promenade dans le village, sa canne tapotant doucement les pavés. Les salutations habituelles l'accueillirent. Hochement de tête, demi-sourire, et même quelques regards nerveux de ceux qui se demandaient encore comment. Au juste, elle en savait toujours autant. Mais il y avait aussi une certaine chaleur, une sorte de gratitude respectueuse. Non exprimée, bien sûr. Little Wishwood n'était pas le genre d'endroit où l'on se disait les choses directement. Mais elle était présente dans le temps supplémentaire avant qu'un commerçant ne lui rende la monnaie, ou dans la façon dont les enfants s'écartaient respectueusement à son passage. Elle s'arrêta à l'église et se glissa sur le banc du fond juste au moment où l'office commençait. Le sermon du révérend Shillingworth était bienveillant et oubliable, rempli de vagues allusions au pardon et au nouveau départ. Le choix des cantiques s'appuyait fortement sur la tradition, et le chœur, bien qu'un peu faible dans la section des altos, chantait avec une admirable sincérité. Miss Marple ne se concentrait pas sur le sermon. Elle observait les gens. Lydia Baverstock, son chapeau encore plus grand que d'habitude, murmurait derrière son livre de cantiques. Endicott était assis seul, droit et serein, mais ses mains gantées s'agitaient comme s'il se rappelait à quel point il avait frôlé la disgrâce publique. Et Madame Horton, qui ne résistait jamais à l'indignation morale, serrait son livre de prière avec le zèle d'une femme qui avait pardonné à tous, mais n'avait oublié aucune offense. Et pourtant, un ordre tranquille était rétabli. Même la douleur, une fois reconnue, se transformait en quelque chose de moins aigu. Après la cérémonie, Miss Marple resta un moment. L'église, brièvement vidée, était envahie de poussière qui dansait dans la lumière colorée qui traversait les vitraux. Elle descendit lentement l'allée, effleurant de la main le bord de chaque banc, comme si elle renouait avec un lieu familier. Devant la balustrade de l'autel, elle marqua une pause et s'abaissa doucement vers le prie-dieu. Elle ne pria pas au sens habituel du terme et ne demanda pas de réponse. Elle se contenta de réfléchir. Pénélope Robotham n'était plus. Une femme ambitieuse et vaniteuse, qui s'était érigée en gardienne de l'histoire, mais qui avait plus réécrit qu'elle n'avait préservé. Daphné Gillin emporterait sa culpabilité et sa douleur dans un avenir incertain. Mais elle était jeune. Et la jeunesse, Miss Marple le savait, pouvait supporter plus qu'elle ne le pensait. E.T. Harold Jameson, son histoire, longtemps enfouie,
avait retrouvé le chemin de la lumière. Non pas triomphalement, peut-être, mais sincèrement. Et cela, discrètement, comptait davantage. À l'extérieur de l'église, Miss Marple rencontra l'inspecteur Cray, qui se tenait près du porche avec un carnet sous le bras. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en hochant la tête. « Je m'attendais presque à vous trouver ici. »« C'est le seul moment où j'entends la chorale, » dit-elle doucement. Il sourit. « Je reviens tout juste de chez les Gillans. La mère de Daphné a décidé de quitter le village. Elle va vivre chez sa sœur dans le Hampshire. C'est probablement mieux. Elle m'a demandé de te remercier. Miss Marple House a less sourcils. Je n'ai rien fait pour être remercié, inspecteur. La vérité finit toujours par refaire surface, qu'on le veuille ou non. Cray hocha la tête. Pourtant, elle a dit que Daphné se sentait comprise. Et j'imagine que ça l'a aidé plus que tu ne le penses. Miss Marple eut un petit rire. Comprendre les gens, c'est rarement une question de sympathie. C'est une question d'observation. La plupart des gens vous disent qu'ils sont sans s'en rendre compte. Il suffit d'avoir la patience d'écouter. Cray baissa les yeux vers l'herbe humide. L'affaire est officiellement close. Aucune autre charge n'a été retenue. Je pense que le village est prêt à tourner la page. Ils l'ont déjà fait, répondit-elle. Ils reparleront de la fête l'année prochaine, et quelqu'un évoquera l'empoisonnement à voix basse, comme une histoire de fantôme racontée autour d'un thé. Mais ils retourneront à leur jardin, à leurs ateliers de couture, à leurs petits soucis. Le passé reprendra sa place. « Et toi ?» demanda Cray. Miss Marple pencha la tête, amusée. « Oh, je retourne à mon tricot et à mes massifs de roses. Il y a toujours une rangée à terminer. Et, j'ose le dire, un autre secret m'attend derrière la haie du curé. » Elle franchit le portail et commença à marcher vers la maison, d'un pas mesuré mais assuré. Cray l'observa un instant, puis se retourna et s'engagea sur la route. De retour chez elle, Miss Marple posa la bouilloire sur le feu et retourna dans son salon. La lumière de fin d'après-midi avait pris cette teinte miellée si particulière aux étés anglais, celle qui faisait scintiller le laiton et illuminer les vieilles dentelles d'une chaleur vivifiante. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit l'enveloppe, nouée d'un ruban bleu. À l'intérieur se trouvait une fleur séchée, une photographie décolorée et un mot manuscrit, daté de près de 40 ans. On pouvait y lire simplement « Merci, Jane. De m'avoir cru alors que personne d'autre ne le faisait. » Elle ferma doucement l'enveloppe et la remit dans le tiroir. Ce n'était pas la sentimentalité qui la poussait à conserver ces objets. C'était la mémoire. Et pour Miss Marple, la mémoire était aussi tranchante qu'une larme. Elle prit son thé dans le jardin et s'assit parmi les fleurs, une couverture sur les genoux, les yeux rivés sur le monde au-delà du treillis. Du chemin parvint le rire d'un enfant. Un chien aboya quelque part au loin. Le rythme ordinaire de la vie continuait. Et même si l'affaire de la pendule tasse à thé était derrière elle, elle savait qu'il y en aurait d'autres. Pas toujours avec du poison, pas toujours avec un meurtre, mais toujours avec des gens se comportant comme ils le faisaient égoïstement, discrètement, bêtement, cruellement, et pensant toujours que personne ne le remarquerait. Mais elle le ferait. Elle l'a toujours fait. Et ainsi le soleil plongeait derrière les arbres, les oiseaux faisaient leur chant du soir, et Miss Marple, toujours vigilante, sirotait son thé tandis que les ombres s'allongeaient sur la pelouse. À Little Wishwood, la vie continuait, comme cela a toujours été le cas. Et comme toujours, on était maintenant début août, et Little Wishwood, à sa manière si particulière, avait retrouvé la vie qu'elle avait connue avant que le scandale ne passe comme une ombre à travers ses haies. Les rosiers étaient en pleine floraison, l'équipe de cricket du village avait enfin gagné un match contre Lower Brixley, et le boucher local avait repris ses tournées de livraison, comme si personne n'avait jamais murmuré de meurtre au comptoir du bacon. La fête champêtre, bien que souillée par les souvenirs, était devenue une sorte de mythe local. Selon la personne à qui l'on s'adressait, Pénélope Robotham était soit une victime tragique, soit une brute impitoyable, soit une spécialiste de la porcelaine incomprise. La vérité, comme souvent,
se situait quelque part entre les deux. La maison de Miss Marple se dressait paisiblement au milieu des aubépines et de la lavande, ses murs blanchis à la chaux luisant doucement dans la lumière du début de soirée. À l'intérieur, elle évoluait silencieusement, astiquant la théière en argent, pliant du linge propre et époussetant l'étagère d'angle où les livres de criminologie côtoyaient quelques minces recueils de poésie. Elle ne se préparait pas à recevoir des invités, du moins pas immédiatement, mais à mettre de l'ordre. Ces rituels lui procuraient la paix, et la paix, après une semaine comme la précédente, était une chose à cultiver avec intention. Après son dîner, poulet rôti froid aux oignons marinés et une part de gâteau aux graines, elle se retira au salon avec son tricot. Un nouveau châle cette fois, lilas pâle, de ce qu'on porte par une fraîche matinée de septembre. Ses doigts bougeaient avec aisance, mais son esprit vagabondait comme toujours lorsque les aiguilles cliquetaient doucement dans ses mains. Dehors, le crépuscule s'installait. Elle avait appris plus tôt dans la semaine que Daphné Gillin avait été transférée dans un centre de réadaptation pour femmes, près de Salisbury. Un établissement calme, plus un cottage qu'une institution, où les jeunes femmes dont l'avenir était compromis avaient la possibilité de se reconstruire. Le tribunal avait fait preuve de clémence. L'inspecteur Cray lui avait envoyé un bref message pour le confirmer, ajoutant seulement « Vous aviez raison. Encore une fois ». Elle avait également reçu une lettre, celle-ci de Daphné elle-même. « Chère Miss Marple, je ne sais pas si je pourrai un jour expliquer tout ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je ne m'attends pas à ce que quiconque me pardonne, et encore moins à moi-même. Mais je voulais te remercier de m'avoir vu clairement, même quand j'essayais de me cacher. Personne d'autre ne m'a jamais fait ça. Tu ne m'as pas regardé comme un monstre. Tu m'as regardé comme quelqu'un qui s'est égaré. Je crois que ma mère me pardonne. Elle ne l'a pas dit, pas exactement. Mais elle a écrit, et elle dit qu'elle est fière que j'ai dit la vérité. Je ne suis pas encore fier. Mais je le serai. Un jour, on me laisse jardiner ici. Je pense que vous aimerez le terrain. Il y a des rosiers, comme ceux près de l'église de Little Wishwood. Je m'en occupe comme on s'occupe des gens, avec douceur, patience, et avec l'espoir discret que quelque chose fleurisse. Merci. Votre serviteur, Daphné. Miss Marple avait lu la lettre 3 fois et l'avait rangée dans le tiroir, à côté de l'enveloppe manuscrite d'Harold Jamson. Ce n'était pas par sentimentalité qu'elle la gardait. C'était la même raison pour laquelle elle conservait des feuilles d'automne pressées dans de vieux livres et des coupures de journaux sur les naissances et les décès. Un témoignage. L'histoire de gens qui s'y sont retrouvés. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, elle se leva de sa chaise et sortit dans son jardin. L'air était frais, parfumé au chèvrefeuille. Elle suivit le chemin de pierre jusqu'au petit banc sous le cerisier et s'assit, écoutant le silence. Le son lointain de la cloche de l'église marquait la demi-heure. Quelque part, une chouette s'agita. Le village, baigné d'ombre et de clair de lune, semblait désormais épargné par la tragédie. Mais Miss Marple savait que chaque endroit recelait des secrets, pas toujours pervers, mais toujours humains. Et la nature humaine, avait-elle appris au fil des années et des cas, n'était jamais vraiment simple. Miss Marple ne croyait pas au mal comme à une force abstraite. Elle croyait que les gens faisaient de mauvais choix par blessure, par orgueil ou par peur. Pénélope Robotham avait manié son savoir comme une épée. Daphné Gillin avait riposté, non pas avec haine, mais avec une douleur trop longtemps endurée. Le village était devenu la scène, et le passé le scénario. Mais maintenant le rideau était tombé. Elle rentra et mit son tricot de côté. Au bureau près de la fenêtre, elle sortit son journal. Il était relié en cuir vert, usé au coin. À l'intérieur, son écriture coulait en lignes nettes, notant non seulement des événements, mais aussi des observations, de petites notes sur le caractère, sur les schémas humains. Elle ouvrit une nouvelle page et écrivit. L'horloge marquait non seulement l'heure de la mort, mais aussi le moment où le passé le rattrapait. Les secrets, comme les horloges, ne s'arrêtent pas de tourner simplement parce que nous les cachons dans des vitrines. Elle marqua une pause, puis ajouta. La vérité est rarement confortable, mais elle est toujours nécessaire. Dehors,
Le vent se leva légèrement, caressant les rideaux. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Miss Marple posa essay, plume, ferma le journal. Demain serait un autre jour, rempli de choses ordinaires. Des conserves à mettre en bocaux, une visite à l'épicerie du village, un bulletin paroissial à consulter. Mais ce soir, c'était le calme. Savoir que l'équilibre avait été rétabli, qu'une jeune femme avait eu la chance de refaire sa vie, et que Little Wishwood, malgré toutes ses petites tragédies et ses petits drames, restait ce qu'il avait toujours été. Un lieu où tout était visible pour peu qu'on y regarde d'assez près. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Miss Marple s'arrêta près de l'étagère où se trouvait une tasse à thé. Ni partie d'un service, ni antiquité, ni valeur. Simplement de la porcelaine blanche avec un petit éclat sur le bord. Elle l'avait trouvée près du pavillon après que la police eut évacué l'exposition, à moitié enfouie dans l'herbe. C'était peut-être celle-là, la tasse de Daphné ou une autre. Impossible d'en être certain. Elle l'avait lavée, gardée. Non par sentiment, mais par souvenir. Elle le toucha doucement maintenant, puis éteignit la lumière. Dans l'obscurité, le village s'enfonçait dans un sommeil profond. Les haies murmuraient au vent, les toits brillaient de rosée, et les secrets de Little Wishwood, pour l'instant, étaient silencieux. Mais Miss Marple, dans le doux silence de sa chambre, resta éveillée un peu plus longtemps, son esprit tournant doucement au même rythme régulier que l'horloge de la cheminée en bas. Il y aurait un autre cas. Un jour. Pas aujourd'hui. Mais un jour. Et quand cela arriverait, elle serait prête. Elle l'a toujours été.